Chère Normande, cher Normand, Boujoubain, vous êtes bien sur la chaîne de podcast de la Normandie conquérante, le podcast qui nous permet chaque mois de nous retrouver dans un département normand en présence d'un élu régional de la Normandie conquérante pour découvrir le profil de vos élus, mais aussi et surtout d'en apprendre un peu plus sur les dispositifs mis en place dont vous pouvez bénéficier, quels que soient les secteurs, quels que soient les domaines, sur le territoire régional. Nous sommes aujourd'hui pour ce troisième épisode dans le Pays de Caux, à Saint-Romain-de-Colbosc en Seine-Maritime, une belle commune. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes décontractés, mais non pas moins concentrés pour évoquer le sujet ô combien important de l'agriculture, de la pêche et des forêts. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous sommes accompagnés de Victor Ballier, jeune Normand conquérant de Seine-Maritime, mais aussi et surtout jeune conseiller municipal de Saint-Léonard, une commune sur le territoire fécampois, et bien entendu, notre grand témoin, notre élu qui nous accueille au sein de sa commune, de Saint-Romain-de-Colbosc, dont elle est maire. Il s'agit de Clotilde Dier. Clotilde, bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes troisième vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture, de la pêche et des forêts. Merci pour votre accueil. Comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons débuter ce troisième épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, installez-vous confortablement, branchez bien vos écouteurs ou augmentez le son. Top départ du troisième épisode des Entretiens Conquérants, spécial pêche, agriculture et forêt. Bien Clotilde, on va pouvoir commencer donc cet épisode avec une partie plus personnelle. On va découvrir votre parcours professionnel, politique, mais aussi personnel. La première question que je voulais vous poser, d'où venez-vous ? Est-ce que vous êtes de Seine-Maritime et que faisaient vos parents ? Est-ce qu'ils sont du Pays de Caux ou pas ? Alors, je viens du plein cœur du Pays de Caux, de Yébleron, à côté de Fauville-en-Caux. Mes parents sont originaires aussi de Yébleron. Maman est encore à Yébleron. Et en fait, j'ai suivi mon mari qui était agriculteur à Saint-Romain-de-Colbosc, donc un peu plus sur la pointe du Havre. Donc oui, je suis une véritable Normande pure souche. Alors, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous avez suivi comme études ? Quel est votre métier aujourd'hui ? Donc j'ai suivi des études au collège de Fauville-en-Caux, ensuite au lycée Guillaume le Conquérant. C'était peut-être déjà un signe, le lycée, pour faire un bac D. Donc à l'époque, c'était maths, biologie et physique. Ensuite, un BTS, industrie agroalimentaire et biotechnologie au lycée agricole du d'Yvetot. Donc j'ai pas fait beaucoup d'études à l'extérieur. Je suis restée fidèle à mon territoire. Et ensuite, j'ai eu quelques expériences professionnelles. Et j'ai rejoint mon mari en 95. On s'est mariés en 95, donc j'ai déménagé à Saint-Romain-de-Colbosc. Je suis devenue salariée agricole jusqu'en 2008, où là, je me suis installée sur la moitié de la ferme de mes parents pour devenir agricultrice. Et je suis toujours agricultrice à Saint-Romain. Alors, vous êtes agricultrice, mère de trois enfants. Dans quel domaine vous êtes spécialisée dans votre métier ? Vous êtes dans quelle filière exactement ? On est sur une exploitation polyculture-élevage, donc une partie élevage allaitant et une partie polyculture, essentiellement du blé, du colza, des pommes de terre, du lin et des betteraves sucrières, vraiment l'exploitation traditionnelle du Pays de Caux. Avec petite pensée pour le lin, puisque effectivement le Pays de Caux détient la capitale du lin, qui est à Doudeville. On va passer à la question suivante, peut-être un peu plus politique. Vous êtes donc engagé dans la vie publique depuis près de 20 ans. J'ai pu trouver, en préparant cet entretien avec Victor Ballier, que vous avez été élu en 2008, maire adjoint à Saint-Romain-de-Colbosc, puis conseillère départementale suppléante sur votre canton, avant d'occuper les mandats actuels. Qu'est-ce qui a été l'essence de votre engagement dans la vie publique ? Qu'est-ce qui, un jour, vous a amené à vous dire je m'engage en politique. En fait, ça a été un pur hasard, parce qu'en fait, je n'ai pas commencé en 2008, mais en 2001. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans, effectivement, que je suis engagée dans la vie publique. Mon beau-père était conseiller municipal à Saint-Romain, et il a souhaité se retirer pour être à la retraite. Et sa condition, c'était que je puisse rentrer au conseil municipal. Et à l'époque, le maire, M. Jean Dupé, a accepté. Donc, j'ai fait un mandat de conseillère municipale et ensuite un mandat d'adjointe. Et j'ai arrêté en 2014, conseillère départementale remplaçante, et ensuite la région. Et je suis redevenue maire en 2020, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Tout à fait. On va rester à vos débuts politiques, au début de votre engagement dans la vie publique. Est-ce que c'était compliqué quand on est une jeune femme et qu'on souhaite s'engager dans la vie publique, justement de pouvoir se faire une place ? Est-ce que ça a été compliqué pour vous ou au contraire vous avez été épaulé ?
J'ai jamais souffert de me sentir inférieure par rapport aux hommes. J'avais des idées, des convictions, j'avais envie de les défendre. Parallèlement, j'avais des mandats au niveau professionnel. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir m'engager dans la vie publique parce que ces mandats professionnels offraient des formations comme la prise de parole en public ou diverses formations. Et par exemple, je suis parallèlement conseillère prud'homal. J'ai été aussi à la MSA, au GDA, enfin diverses occupations professionnelles. Et c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de pouvoir m'engager dans la vie publique. Alors justement, ces différentes expériences professionnelles, ces différents mandats professionnels, exactement comme vous venez de l'évoquer, vous ont amené en 2015 à rejoindre l'équipe d'Hervé Morin et de la Normandie Conquérante, puisque vous figuriez sur la liste la Normandie Conquérante. C'était une première aventure pour vous à ce niveau-là, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de rejoindre la Normandie Conquérante, de croire en ce projet qui aujourd'hui continue encore d'être l'une de vos occupations principales en tant que vice-présidente? Un pur hasard. Je dois quand même aussi préciser par rapport à la question précédente que mon père était énormément engagé au niveau professionnel et voilà, je pense que dans la famille, c'était aussi peut-être un peu dans le sang de s'engager pour les autres. 2015, donc je me rappelle, octobre, j'étais dans mon canapé un samedi après-midi, appel de Françoise Guégaud, Clotilde, est-ce que ça t'intéresse une place au régional? Alors là, j'ai dit, je sais pas, il faut que je demande à mon mari, parce que c'est de l'engagement, ça demande du temps. J'ai appelé mon mari, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Là, j'ai dit, tiens, je vais appeler papa. Papa, il a dit, fonce ma fille, ne te pose pas de questions, vas-y. Et là, l'aventure a commencé. Ça a été une aventure passionnante. Au fur et à mesure de l'engagement, sur la liste, il y avait aussi des gens que je connaissais un petit peu, et humainement, c'est très enrichissant. Avec la victoire, vous avez donc été nommée vice-présidente de la région Normandie, en charge de l'agriculture, de la pêche et des forêts. Comme c'est parti d'une manière non prévue pardon, d'être vice-présidente et avant cela d'être candidate, comment vous avez appris la nouvelle? Est-ce que ça a été impressionnant au départ de se dire que vous êtes en charge de telles responsabilités? Complètement impressionnant parce que pas connaissance de ce qui m'attendait. Bon, la commune, je savais bien ce qui se passait à la commune, le PC aussi, le département aussi, mais la région, pour moi, c'était une collectivité lointaine. Donc j'ai vraiment voilà, tout découvert. La nomination, ça fait toujours plaisir. J'ai eu la chance d'avoir un président de commission pendant ces 5 années qui était aussi agriculteur, donc on a formé un bon binôme. Mais ça a été beaucoup de travail pour s'imprégner des dossiers. L'agriculture, bon, je connaissais, mais quand vous commencez à découvrir un milieu comme la pêche, la forêt ou la filière équine et agroalimentaire, je ne connaissais pas du tout. Ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail. Bien, merci beaucoup Clotilde pour ces réponses très précises et aussi par rapport à ces questions très, très personnelles. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cet entretien, avant la troisième partie à Victor Ballier, jeune Normand conquérant de Saint-Léonard en Seine-Maritime, qui posera également des questions. Entrons dans le vif du sujet, donc sur votre action régionale. Vous avez donc été élu pendant près de 5 ans en tant que vice-président de la région Normandie en charge de l'agriculture, pêche et forêt lors de la première mandature de la Normandie conquérante, réélu en juin 2021 dernier. La première question que je voulais vous poser sur votre action régionale, quels ont été et quels sont aujourd'hui encore, avec le contexte que nous connaissons, les grands objectifs que vous êtes fixés avec Hervé Morin en matière d'agriculture, de pêche et de forêt? Quand on est arrivé en 2015 à la tête de la région, donc le président Morin souhaitait faire une politique dans chaque domaine dont j'avais la charge. Donc on a beaucoup co-construit, enfin on a carrément co-construit l'ensemble des politiques avec les professionnels pour la politique 2015-2022. Et là, 2023-2027, on a de nouveau co-concerté l'ensemble des professionnels pour construire cette politique. Une politique, évidemment, nous avons la compétence économique, donc très axée sur le développement économique, mais aussi avec un grand défi, le renouvellement des générations, puisque un tiers des agriculteurs va partir à la retraite dans 10 ans. Donc ça, c'est vraiment un énorme défi. Continuer, comme on l'avait fait dans la dernière politique, créer de la valeur ajoutée sur les exploitations et aussi sur les produits, aider les filières émergentes, comme on l'a déjà fait. Des nouveaux dispositifs aussi tournés sur l'agroécologie, parce que l'agriculteur est un paysager avant tout et est très sensible à l'écologie et l'agroécologie. Et ensuite aussi le salariat. On a, comme beaucoup d'entreprises, un très gros manque de salariés et aussi un grand volet sur la formation parce que voilà, pour être bien installé en agriculture, il faut être bien formé. La région, donc avec ces objectifs qui ont été fixés, comment elle se porte en termes d'agriculture, de pêche et de forêt? On sait que c'est une région qui est très agricole, il y a de très nombreuses exploitations.
Est-ce que l'agriculture va bien en Normandie ou il y a beaucoup de défis qu'on va évoquer aussi après, mais vous, quel est votre ressenti? Alors déjà, rappeler que l'agriculture, c'est 70% du territoire normand. Pour la petite anecdote, j'ai toujours demandé au président Morin d'avoir 70% du budget, mais il n'a jamais consenti à me les donner. 14% du territoire aussi consacré à la forêt, 640 mètres de côte, donc une très grande façade maritime. L'agriculture et la pêche, en fait, sont soumis énormément au marché extérieur et aux événements climatiques et puis économiques qu'on peut voir à travers le monde. On a commencé une politique en 2015 où on a énormément soutenu l'élevage qui à l'époque en avait besoin. Ça va un peu mieux maintenant. Au niveau de la pêche, il a fallu adapter aussi notre politique par rapport au Brexit. On a énormément adapté nos politiques face au Covid, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc on est très sensible, on travaille avec du vivant. Donc l'agriculture et la pêche forêt sont très sensibles aux fluctuations mondiales. Au jour d'aujourd'hui, c'est comment on arrive à faire une agriculture de qualité, même si je pense que au fond de moi, je suis persuadée que les agriculteurs travaillent bien. Le conflit ukrainien a rebattu aussi les cartes. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire au jour d'aujourd'hui, mais enfin moi j'alerte quand même que la balance commerciale était en nette baisse depuis quelques années, mais tout le monde s'en moquait. Mais d'un seul coup, l'agriculture va sauver le monde, mais c'est notre vocation première aussi de nourrir la planète et c'est pas nouveau et pas nourrir que les Français. Il faut pas oublier qu'on exporte énormément de nos produits. Rappeler que les circuits courts se développent et continuent à se développer, mais pas que. La Normandie est riche de ces modèles d'agriculture. Moi, je ne défends pas un modèle, mais plutôt la pluralité de l'agriculture. Ça sert à rien de lancer tout le monde. D'abord, qui je suis pour me permettre de faire ça? Et ça sert à rien de lancer tout le monde dans un même modèle si derrière, il n'y a pas les débouchés. Avant tout, il faut que l'agriculteur il soit bien dans son projet et qu'il fasse évoluer son entreprise comme lui il souhaite évoluer. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on allait étudier les différents défis, enjeux auxquels la région Normandie faisait face. Vous m'avez devancé dans votre réponse en évoquant le Brexit. Ça fait partie de l'une de vos délégations, la pêche. Les pêcheurs ont été très impactés par le Brexit. On a pu voir les confrontations qu'il y avait dans la Manche entre les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français, normands, notamment. Concrètement, la région a dû intervenir à une certaine hauteur sur ce sujet. Comment elle est intervenue? Comment elle a soutenu ses pêcheurs? Et même tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur, les poissonniers, les vendeurs, voilà, les acteurs économiques régionaux de ce secteur. On est surtout intervenu auprès de Chauzet et Guernesey parce qu'en fait beaucoup de nos pêcheurs allaient pêcher dans ces eaux-là et du jour au lendemain on nous a demandé de pouvoir justifier des quantités de poissons que l'on pêchait dans ces zones-là. Il faut savoir que certains bateaux n'avaient pas de radar ou on voyait ce qu'ils pêchaient un peu tardivement. Donc on a été défendre tous les dossiers de ces pêcheurs-là pour qu'ils puissent continuer à aller pêcher dans les eaux britanniques. Ensuite, on continue notre travail sur la valorisation des produits. On a des poissons qui sont pêchés et qui sont mal valorisés. Donc on continue à aider les pêcheurs et surtout les marailleurs, parce que les marailleurs sont souvent le maillon oublié dans la pêche entre le pêcheur et le transformateur. Aider financièrement aussi les entreprises de transformation. On met en valeur le plus que l'on peut nos poissons et nos produits de la mer grâce à la Grande Débarque. On est quand même le pays de la région de la coquille Saint-Jacques, aussi des huîtres, de tous les produits de la mer. Et aussitôt que l'on peut, on met tout ça en avant sur nos événements régionaux, la Féno, le SIA aussi, les trophées du léopard. Donc on est plus dans la valorisation. On aide économiquement les pêcheurs sur leur bateau parce qu'ils auront aussi tout un enjeu à jouer sur le futur et sur tout ce qui est consommation d'énergie. Donc on les aide à investir sur leur bateau, mais pas que, on aide aussi à l'investissement pour valoriser les produits de la pêche. Merci beaucoup. Revenons sur l'aspect agricole cette fois-ci, revenons sur terre. Vous évoquez également tout à l'heure que l'un des objectifs que vous avez construit, bâti avec Hervé Morin et vous-même en 2015 et que vous continuez de porter sur cette nouvelle mandature, qui était une meilleure installation des jeunes agriculteurs, d'une meilleure reprise des corps de ferme, des exploitations. Il y a un phénomène en Normandie qui est relayé par la presse locale depuis un certain nombre d'années, c'est que le nombre d'exploitations et d'actifs agricoles diminue en Normandie. Le quart des exploitations ont disparu, ont diminué entre 2010 et 2020 selon une étude du ministère de l'Agriculture, ce qui est à peu près similaire à d'autres régions comme la Bretagne. Il y a un vrai enjeu, on sent qu'il y a une mutation du secteur agricole. Et donc la région Normandie, elle a mis en œuvre une politique volontariste en matière d'installation
et de transmission de ces corps de ferme. Concrètement, pour illustrer cette politique conquérante que vous mettez en place avec Hervé Morin et toute la majorité régionale, comment cela se caractérise? Qu'est-ce que, par exemple, un jeune qui souhaite se lancer dans l'agriculture, il peut bénéficier? Et surtout, qu'est-ce que une personne qui souhaite reprendre un corps de ferme peut bénéficier comme politique, comme subvention? À quoi peut-il avoir accès? Le schéma de l'installation a un peu changé hein, les années précédentes dont vous parliez avec la baisse du nombre d'installations d'agriculteurs. On était un peu dans le schéma papa agriculteur et le fils qui reprend. Il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu qu'en fait les enfants sont partis, ont fait un autre métier parce que l'agriculture à l'époque était peut-être pas assez rémunératrice. Au jour d'aujourd'hui, on s'était fixé en 2015 un objectif de 300 installations par an. On est arrivé, on était à 250 installations par an et au jour d'aujourd'hui on est à 300 installations par an. On se fixe comme objectif d'en faire 450 à partir de 2023. Et il faut absolument qu'on accueille ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux, hein, des gens qui, et on s'en aperçoit, il y a de plus en plus de candidats pour reprendre les exploitations qui ont plus de 40 ans, donc qui ne pouvaient pas jusqu'à présent bénéficier des aides d'État, ce qu'on appelait dotation jeunes agriculteurs, parce qu'il fallait avoir moins de 40 ans. Et on doit ouvrir l'agriculture à ces gens qui ont eu déjà une expérience professionnelle ailleurs ou dont les parents étaient agriculteurs et ils sont allés travailler, ils reviennent sur l'exploitation. Donc on a mis en place de plusieurs dispositifs. Donc avant tout le contrat de parrainage, ça permet à un jeune qui souhaite s'installer de repérer une ferme et le cédant en fait le garde sur son exploitation pendant 1 an et comme ça le passage de relais s'est fait très bien. On offre aussi la possibilité d'un chèque conseil post-installation. Donc c'est une aide financière pour que le jeune puisse avoir un conseil sur son installation. C'est une aide assez intéressante de 1 200 €. Donc le contrat de parrainage, le chèque conseil, l'espace test aussi, les jeunes qui veulent se tester concrètement en maraîchage et qui n'ont plus de statut social, on les aide financièrement à tester leur projet. Et notre plus gros dispositif pour les années 2023-2027 de la programmation des fonds européens, c'est ce qu'on appelle une aide au démarrage. Donc c'est une aide pour les plus de 40 ans et les moins de 40 ans, une aide forfaitaire au démarrage. Donc on a énormément simplifié le dispositif, donc c'est ouvert à tout le monde. On fait aussi du portage foncier parce que la grosse difficulté, c'est ça pour de nombreux jeunes et des projets parfois un peu atypiques, c'est l'accès au foncier. Donc on a un partenariat avec la SAFER. Si le jeune a des soucis pour acheter les terres, on porte le foncier financièrement le temps qu'il trouve son financement, mais aussi un travail avec la SAFER sur ce portage quand la SAFER estime qu'il y a une parcelle de terre qui peut être stratégique pour consolider une transmission ou pour installer un jeune. On porte aussi financièrement le foncier le temps de trouver un jeune. Merci beaucoup. Donc on constate qu'il est effectivement possible pour un jeune et même un moins jeune qui souhaite se lancer dans ce domaine de pouvoir bénéficier d'aide de la région, d'un véritable accompagnement de la collectivité et de la majorité régionale. Parlons forêt maintenant. Vous évoquez le chiffre de 14% qui correspondait au fait que la forêt recouvrait 14% du territoire régional. On a une diversité incroyable d'espèces. On a un vrai patrimoine vert en la matière avec les chênes, les hêtres, les tilleuls. Je ne ferai pas une litanie complète de toutes les espèces qui existent en Normandie. Et donc, ce qui fait que le fait qu'on ait 14% du territoire qui soit recouvert par de la forêt, permet à la Normandie également de disposer d'une véritable filière interprofessionnelle en la matière, de vrais acteurs, une vraie filière économique. Il y a près de 20 000 emplois en Normandie dans la filière forêt, ce qui est énormément structuré, puisqu'il y a 400 entreprises de travaux forestiers et sylvicoles. Il y a également une 60aine de scieries sur le territoire régional, ce qui est quand même assez conséquent. La Normandie est d'ailleurs 6e au rang des régions de France pour l'emploi salarié dans la matière. Il y a néanmoins des mutations environnementales, des mutations socio-économiques qui fait que la gestion des forêts tend à changer, que les politiques en faveur de la préservation et du développement de la forêt également évoluent. Concrètement, face aux enjeux environnementaux et également économiques qui sont en train d'être actifs sur le territoire, quelle est la politique de la région en matière de forêt? Quels sont les enjeux que vous rencontrez, les difficultés, mais également les possibilités en Normandie? Alors, rappelez qu'en Normandie, avant 2015, il n'y avait aucune politique pour la forêt et le bois.
Donc on a décidé en 2015, pareil sur le même principe de co-construction, d'élaborer une véritable filière bois. Ça n'a pas été facile de mettre tout le monde autour de la table, mais je pense qu'on a réussi au jour d'aujourd'hui à fédérer l'ensemble de la filière, ce qui fait que là, pour construire la future politique 2023-2027, ça a été beaucoup plus facile. On a fait le bilan de ce qui avait marché, de ce qui n'avait pas marché. Comme vous le disiez, les enjeux économiques, environnementaux, mais aussi, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'agriculture, mais le dérèglement climatique et le changement climatique pour l'ensemble de notre politique, c'est le GIEC normand qui a été le fil conducteur de la construction de nos politiques. Parler de développement économique dans la forêt et d'environnement, il ne faut pas opposer les deux choses. Hein. C'est bien, pour moi, c'est complémentaire. Donc, on a axé notre politique sur toute une partie investissement de la forêt, donc aider les forestiers à en faire du développement économique, régénérer la forêt. Pas oublier qu'une coupe rase derrière, c'est planté. Hein, ça fait partie. Le bois, on ne va pas le garder à vitam aeternam. Quand il est arrivé à l'âge adulte, il est là pour être coupé et être transformé. Donc, derrière les coupes rases, il y a souvent enfin, c'est pas souvent, c'est obligatoire. Il y a des plantations. Voilà. Après, toute une partie, c'est un maillon qu'on avait un petit peu oublié dans la précédente politique, tout le maillon scierie et investissement dans la partie aval. On a eu beaucoup de demandes de scieries qui souhaitaient investir dans leur outil de production. Et là, on les aide financièrement, toujours avec des fonds régionaux et un peu de FEADER sur l'investissement. Toute une partie aussi formation. On a 2 beaux lycées du bois en région, à Anvermeux et dans l'Orne, pour former des jeunes. Il y a de l'emploi dans le bois. Je rappelle que le bois, ça va de la sylviculture jusqu'à l'ébénisterie, en passant par les scieries et de nombreux métiers, avec de nombreux lycées en région. Donc il faut qu'on arrive à attirer les jeunes dans ces métiers. On est souvent regardé, nous, région, par le Canada, qui nous prend souvent nos jeunes en fin de formation. Donc ces jeunes, il faut qu'on arrive à les garder sur le territoire. Une partie valorisation, évidemment, des bois normands. Et aussi un volet, à mon avis, aussi important, nous, régions, collectivités, on construit des bâtiments et on doit être exemplaire et utiliser du bois normand dans nos constructions. En parlant de filière, justement, puisque nous étions sur la sylviculture, il y a une autre filière qui vient de renaître en Normandie, qui est, chacun aura son avis là-dessus, mais la représentation des mutations environnementales qui sont actives en Normandie, c'est la filière viticole en Normandie, puisque je souhaitais faire une petite dédicace à justement cette politique qui vient d'être lancée, puisque depuis le 18 janvier 2022, il y a la filière viticole régionale qui a été de nouveau relancée en véritable association des vignerons de Normandie. La présence de vignes, elle n'est pas nouvelle, puisqu'on a pu l'observer au 10e, 11e et 12e siècle, qui était le point d'orgue de cette, à l'époque, ce qui n'était pas une filière, mais ce qui pourrait considérer comme l'être. Aujourd'hui, elle renaît. Comment la région Normandie, elle soutient cette renaissance? Comment elle accompagne justement les vignerons dans ce projet qui est atypique et porteur en espérance en termes de potentialité économique pour l'avenir? On a quelques filières comme ça que l'on aide en région Normandie, qu'on aide à se structurer et qui sont émergentes. Alors je ne sais pas quelle était la qualité du vin au Xe siècle, à mon avis. C'était plus une boisson. Nous, ce qu'on souhaite en faire, c'est quand même une filière de qualité. Donc on s'est aperçu qu'on avait quelques vignerons indépendants au niveau de la région. Et le but, justement, c'était de les faire émerger et de les structurer en véritable filière, parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont tous besoin de la même chose. Ils ont besoin d'aide technique, ils ont besoin de connaître le sol pour implanter. On ne peut pas faire de la vigne partout, d'implanter au mieux les pieds là où il faut et dans les coteaux qu'il faut. Ils sont aussi demandeurs d'outils de production communs et d'une communication commune, et de faire valoriser leurs produits sur des événements régionaux. Donc on est vraiment au tout début. Il n'y avait pas d'association. Il y a une association qui s'est créée, donc on est déjà bien avancé. On les a rencontrés il y a à peine un mois, et c'est vrai que c'est une filière dans laquelle on met beaucoup d'espoir. Merci beaucoup Clotilde pour ces réponses très précises, très complètes, mais également synthétiques sur les différentes questions pour votre action au niveau régional. On va passer à la troisième partie, qui est la rubrique Jeunes, avec aujourd'hui la présence de Victor Ballier, jeune Normand conquérant, qui va se présenter de Seine-Maritime. Bonjour Victor, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci beaucoup Victor pour ta présence. Tu vas faire aujourd'hui l'écho de la jeunesse et poser des questions sur ce sujet. À toi la parole. Je suis Victor Ballier, j'ai 31 ans, je suis conseiller municipal à Saint-Léonard. J'ai fait des études agricoles, donc passionné par le monde agricole, le milieu rural.
Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour échanger avec Clotilde Dier. Donc à ce sujet, j'ai quelques questions. Euh, Aujourd'hui, comment on peut allier développement économique et préservation de la terre agricole? Bonjour Victor, donc développement économique et conserver la terre agricole, c'est pas du tout impossible et bien sûr pour moi c'est complémentaire. On peut pas d'un seul coup sacraliser les terres agricoles et ne plus faire de développement économique. J'étais justement ce matin à une assemblée générale où c'était le thème comment concilier développement économique et foncier agricole. On doit pouvoir, hein, on a des outils pour pouvoir réguler la consommation de foncier, mais c'est surtout qu'il faut le faire en partenariat. Il ne faut pas le faire chacun dans son coin, le monde agricole, les EPCI ou les communes ou même la région, même si on a un Stradet au niveau régional, il faut pouvoir travailler tous ensemble et savoir qu'est-ce que l'on veut demain. Moi, je le vois bien au niveau de ma commune, pourquoi pas mutualiser des équipements avec d'autres communes pour éviter l'étalement urbain. Au jour d'aujourd'hui, sur ma commune, il y a eu bien trop d'étalement urbain, bien trop de consommation de foncier agricole et en plus, aujourd'hui, on nous demande, nous agriculteurs, de nourrir les gens. Donc on ne peut pas d'un seul coup manger du terrain agricole et demander de nourrir les gens. Il faut dans les communes pouvoir aussi réhabiliter les friches industrielles pour faire de l'habitat, plutôt faire de l'habitat vertical que trop horizontal. Des quartiers aussi, hein. Moi j'ai des rues où il y a besoin de rénover de l'habitat aussi pour faire envie aux jeunes de venir s'installer dans de l'habitat plus récent. Pas oublier que l'agriculture, voilà, c'est aussi du développement économique. On l'oublie un peu trop souvent à mon goût. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, avec tous les acronymes que l'on peut entendre, hein, ZNT, ZAN, zéro artificialisation nette, c'est ce que je dis au jour d'aujourd'hui. Est-ce que l'agriculture va devenir une ZAD, c'est-à-dire une zone à défendre? Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut vraiment énormément défendre l'agriculture par rapport à un urbanisme grandissant, et je crois beaucoup justement à cette loi sur la zéro artificialisation nette et aussi au Stradet régional qui pas sanctuarise les terres agricoles, mais est très vigilante sur la consommation du foncier agricole. Si demain on veut continuer à installer des jeunes, il faut du foncier agricole. Chacun doit prendre sa part, à la fois les élus locaux pour repenser aussi leur PLUI. Hein. Je pense que c'est le moment de revoir l'ensemble des documents, pas vouloir tous construire son petit lotissement. La loi aussi, éviter, réduire, compenser. Je m'aperçois qu'on passe un petit peu trop rapidement au compenser. Il faut vraiment éviter et surtout réduire. Hein. Quand je vois par exemple des zones artisanales où chacun fait son entreprise, son parking, sa clôture, pourquoi pas mutualiser le parking au niveau de la zone industrielle? Pourquoi pas prévoir aussi dans les lotissements des parkings collectifs plutôt que de faire des places des places pour chaque maison et de trop goudronner. Et on nous pose aussi voilà la question du dérèglement climatique, les questions de biodiversité, mais c'est des questions que moi je pose aussi à tout le monde. Est-ce que la personne qui construit sa maison s'est posé la question de comment moi je peux compenser d'une façon écologique le fait d'avoir artificialisé du terrain? Tout simplement de ne pas mettre de soubassement béton, de ne pas mettre de clôture avec des claustras, mais plutôt une haie végétale, et au moins j'aurais participé collectivement à l'effort écologique de la planète. Parce que c'est facile de demander beaucoup aux agriculteurs, mais c'est à chacun aussi de prendre la problématique du dérèglement climatique et de la biodiversité. Et ça, j'y tiens beaucoup, et ne pas toujours lancer la pierre aux agriculteurs. Et je pense qu'on peut tous vivre ensemble, faire du développement économique intelligent en préservant du foncier agricole. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une deuxième question. Aujourd'hui, le consommateur veut du produit bio, on va dire, du produit respectueux de l'environnement. On sait que malheureusement, ces filières ont une production un peu moins conséquente que le traditionnel et le conventionnel. Comment on allie souveraineté alimentaire et production et la demande en alimentaire? Le consommateur au jour d'aujourd'hui veut beaucoup de choses. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Il faut savoir que quand on est producteur en agriculture biologique, on a un petit peu moins de rendement. Donc pour vivre de son métier, parce que l'agriculture, on n'est pas là, on n'est pas que des artisans du paysage, on est là pour dégager aussi du revenu et vivre de notre métier. Eh bien le produit, il faut le payer un peu plus cher. Et on voit au jour d'aujourd'hui qu'avec la baisse du pouvoir d'achat, c'est des produits qui sont un petit peu moins consommés. Donc on a quelques déconversions d'agriculture biologique en Normandie, mais il n'empêche qu'il y a quand même quelques consommateurs. Mais à un moment, un bon produit, ça peut coûter ça. En agriculture biologique, ça peut coûter plus cher.
Moi, j'ai toujours dit que je n'oppose pas les systèmes. En conventionnel, on a des très bons signes de qualité aussi. On peut être bio et faire, on peut aussi ne pas être bio et faire des produits de qualité. L'agriculture biologique, ça fait partie des signes officiels de qualité. On en a d'autres. On a l'IGP, on a l'AOC, on a l'AOP, la STG et d'autres labels rouges en Normandie. On est la région où on a le plus de signes officiels de qualité. On en a 14, tout produit confondu. Au jour d'aujourd'hui, avec toutes les normes et le prix des intrants, il ne faut pas croire que l'agriculteur s'amuse à pulvériser et à mettre des engrais à tout bout de champ. On est des producteurs, mais on est aussi des médecins, et quand notre plante elle est malade, on la soigne tout simplement. Moi, je préfère peut-être consommer, je le dis franchement, une farine qui a peut-être été traitée contre un fongicide plutôt que de manger un pain qui est fait avec une farine fusariée. La fusariose est une maladie du blé, donc chacun son choix. On fait de très très bons produits en Normandie, et nos agriculteurs sont bien conscients de ce qu'ils font. Et on est un virage de l'agriculture. On a aussi une jeune génération qui arrive, qui est très sensible à l'agroécologie. Moi, sur mon exploitation, je suis certifiée HVE. Oui, évidemment, ça a été une modification dans nos pratiques. Aussitôt qu'on peut se passer d'un phyto, on va plutôt ratisser nos betteraves plutôt que de passer un désherbant. On est complètement conscient qu'on a aussi notre rôle à jouer sur le dérèglement climatique, le changement climatique et l'environnement. Et j'estime que chaque agriculteur, tous les agriculteurs sont des écologistes en puissance. Bien, merci beaucoup Victor pour ces questions et ta présence à nos côtés, avec un sujet qui, on le sait, te tient particulièrement à cœur de par ton parcours estudiantin, comme tu le précisais précédemment, mais également par ton métier, ton activité professionnelle dans le Pays de Caux actuellement. Et merci beaucoup Clotilde pour ces réponses à nos questions. À n'en point douter, les Normandes et les Normands seront plus au fait sur ce que fait la région en matière d'agriculture, pêche et forêt. Auditeurs, justement, je m'adresse à vous. Nous allons tout doucement mais sûrement prendre le chemin de la conclusion, et je souhaitais remercier nos deux personnalités présentes aujourd'hui. Victor Ballier, merci beaucoup, et merci également et surtout à Clotilde Dier pour votre disponibilité, votre accueil à Saint-Romain-de-Colbosc. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Mais ça a été parfait, très agréable, et je suis toujours très intéressée pour pouvoir échanger sur les questions agricoles, pêche, forêt et filière équine. On a mis en place des belles politiques avec des financements conséquents en face. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans la dernière programmation de 2014-2020, un agriculteur sur deux a bénéficié d'un dispositif agricole, que ce soit au niveau de l'installation, du développement éco ou valorisation des produits. En tout cas, plaisir partagé de notre côté, et quand je dis nous, je fais également référence aux équipes de la Normandie conquérante qui permettent ce podcast, le développement et la pérennité de ce dernier. Ils sont nombreux, ils se reconnaîtront, et je tenais très sincèrement à les remercier. Leur accompagnement, leur aide est particulièrement précieuse pour continuer à faire vivre cette série de podcasts. C'est un travail collectif et un travail d'équipe que nous menons tous ensemble, et tous ensemble également avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, chers Normandes, chers Normands. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter sur les différentes interfaces sur lesquelles sont publiés le podcast, Spotify, Google Podcast, également YouTube, la lettre d'actualité de la Normandie conquérante et Facebook. N'hésitez pas à continuer. Merci beaucoup de votre soutien et de votre fidélité qui se remarque de plus en plus. Voilà, mesdames et messieurs, pour la conclusion. Prenez notre agenda. Nous nous retrouverons le mois prochain dans l'Orne, à Alençon, en compagnie de Bertrand Degnaud, 4e vice-président de la région Normandie, en charge des lycées et de l'éducation, pour traiter de ce sujet qui, certes, à l'aube de l'été, est encore loin dans nos priorités, mais qui, assurément, pour la fin août, début septembre, occupera l'esprit de beaucoup de nos auditeurs et de nous toutes et tous. Voilà, en tout cas, merci à vous, à très vite, et comme on dit en Normandie, à tantôt.